Direction Hawaï, le Pacifique, au large de la Californie. Le rendez-vous, vous le connaissez, le fameux Ironman du même nom, championnat du monde officieux de la discipline. Ouais, le titre suprême que ces athlètes viennent chercher, ces athlètes professionnels. L'histoire du triathlon est née à Hawaï. Et tous les ans, on a cette finale du circuit Ironman qui a lieu sur l'île de Big Island. Donc une course très très importante, même c'est la course la plus importante pour tous les athlètes que l'on va voir aujourd'hui. De la lave, du vent, c'est le décor auquel vous êtes désormais habitués. C'est le décor avec lequel vont devoir évoluer les inscrits, qu'ils soient amateurs, professionnels, un peu plus de 2000 concurrents comme chaque saison ou presque. Chez les professionnels côté masculin, ils sont 50. Chez ces dames, elles sont 35, deux départs différents et les mêmes gestes, la même atmosphère, c'est-à-dire cette routine pour rentrer tout doucement dans sa compétition. Ouais, des gestes qu'ils ont l'habitude de faire, ces athlètes pros, puisque pour se qualifier, ils ont dû participer à différentes courses du circuit Ironman depuis 2 ans, 3 ans maintenant. L'Ironman a mis en place un ranking et seulement les 50 premiers garçons et les 35 premières femmes ont le droit de participer à cette finale. Pour les amateurs, le système à l'ancienne est resté, c'est-à-dire c'est un système de slots. Chaque course propose des places qualificatives. Donc pour ces athlètes pros, ouais, les mêmes routines en effet, mais on le voit là, on est à quelques heures du départ. Donc c'est un moment particulier à Hawaï quand on va se faire marquer parce que on le voit. Donc là, c'est des tatous qui sont collés sur les athlètes. C'est la seule course où vraiment c'est fait le matin de la course. On a vu Craig Alexander, triple vainqueur ici, Eneko Llanos, l'Espagnol qui a plutôt bien fonctionné cette année. On a aperçu, le voici, l'Allemand Sebastian Kienle, vainqueur récemment du titre de champion du monde Half Ironman. Pete Jacobs avec le numéro 1 sur l'épaule, il n'y a pas de doute, c'est le tenant du titre, australien, à surveiller de très près. Ils sont un certain nombre bien sûr à vouloir monter sur la plus haute marche. Et lui, que dire, Andreas Rallart. Elle est passée tout près à tellement de reprises qu'il se demande si c'est encore possible. Ouais, ils sont 2 dans ce cas-là, je pense, on le verra un peu plus tard, mais je pense que Andreas Rallart et Caroline Steffen, je pense que le cœur doit battre très très fort au moment du départ parce que en effet, ils sont passés pas très très loin de la victoire et malgré tout, voilà, il leur manque ça. Et ça va être compliqué parce qu'il y a des jeunes loups qui sont là. On l'a vu l'an dernier avec Pete Jacob, c'était un peu une surprise, même si il avait l'habitude d'être aux avant-postes. Le trouver sur la première marche du podium, c'était une grosse surprise. Et donc voilà, pour Andreas Rallart, pour Caroline Steffen chez les filles, il faut aller chercher cette course parce qu'ils ont fait suffisamment de fois deuxième pour justement... voilà, ils n'ont plus envie de ça, ils n'ont plus envie de cette deuxième place, cette troisième, cette quatrième, ils ont envie de cette première, mais ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Caroline Steffen, particulièrement préparée, je dirais affûtée pour l'occasion, mais comment a-t-elle pu essayer d'améliorer encore ses capacités pour performer ici, monter sur la plus haute marche? L'année dernière, c'était Leanda Kev qui avait pris cette position. Natasha Badman, elle a connu la victoire ici à 6 reprises, elle est encore là, éternelle Natasha Badman, qui a encore une capacité à rouler sur ce parcours tellement différent des autres, une capacité, je dirais presque étonnante. Heinz Ward, ancien joueur de football américain, 2 victoires Super Bowl à son actif. Il fait partie de ses invités. Sonia Tachiche, qu'on a l'habitude de croiser sur le circuit. Sebastian Kienle, je vous disais, double champion du monde sur Half Ironman. L'année dernière, il nous avait impressionnés, comme tous les autres pros présents sur la course, tant ses capacités à vélo sont vraiment hors du commun. Il nous fait penser un petit peu à Norman Stadler. Il a peut-être encore un tout petit peu de mal à pouvoir courir le marathon en moins de 2h50, mais il n'empêche que si à vélo il décide de faire mal, il peut glaner un écart presque suffisant. Ouais, il a vraiment le potentiel, d'autant plus qu'il est double champion du monde de la distance inférieure à Alpha Ironman. Donc normalement, la distance Ironman, vu ses capacités en vélo, ça devrait être pas plus facile, mais on va dire qu'il a plus de chance, il a un potentiel qui est supérieur. Maintenant, voilà, il va pas falloir qu'il loupe sa natation. C'est vrai que maintenant sur la distance à Kona, sur la distance Ironman, pour gagner, voilà, il faut courir moins de 2,52 le marathon parce qu'au-delà de 2,52, la concurrence est tellement forte que c'est quasi impossible de gagner à Hawaï maintenant si on court pas en moins de 2h52. Bivan de Shorty, un nouveau venu sur distance longue, sur distance Ironman, vainqueur de l'Ironman de Nouvelle-Zélande en début de saison. Il a quitté le format court pour se jeter
je dirais, accord perdu sur le format long. Il fait partie de ceux qui pourraient jouer un rôle d'épouvantail. Miranda Carfrae, vainqueur de l'édition 2010. Elle souffrait jusqu'à présent beaucoup de son, en l'occurrence, manque de pugnacité ou de vélocité ou d'efficacité à vélo. Elle a énormément travaillé. On sait qu'elle fait partie des athlètes capables de courir le marathon chez ces dames en moins de 2h55. Elle sera donc à surveiller de très très près. Des absents de marque, Marino Vandenecker, Chris McCormack, je dirais presque des piliers de la discipline. Et puis un forfait de dernière minute, Andy Potts, l'américain qui avait l'habitude d'animer la natation, d'animer une grande partie du vélo. Il ne fera pas partie de cette 35e édition de l'Ironman d'Hawaï. Ouais, Andy Potts, c'est vrai qu'on avait l'habitude de le voir sortir devant, de nous faire un peu le spectacle. Andy Potts n'a pas pu participer cette année. Pour l'Australien Maka, c'est pas une grosse surprise que de le voir absent cette année. Il est un peu, il recherche un peu des sensations. Il est un peu en recherche de victoire, de sensations sur la distance Ironman. Il était passé sur le court distance pour les Jeux de Londres, c'était un peu compliqué. Par contre, pour Marino, c'est une grosse déception parce qu'on savait que le Belge était aussi à la recherche, au-delà d'un podium, d'une victoire à Hawaï. Mononucléose pour Maka, Chris McCormack, une maladie contractée il y a quelques semaines qui l'empêchait notamment de se préparer correctement. Il a préféré jeter l'éponge. Rachel Joyce, Sébastien Kienle, Faris Al-Sultan, ils ont l'air comme ça assez décontractés, presque à leur aise, et pourtant ça doit cogner sacrément fort dans leur poitrine. Ça cogne fort parce que c'est la finale, il y a le show un peu à l'américaine, il y a Hawaï, il y a beaucoup de public. Il est pas très tôt, on est proche des 6h30 à Hawaï, c'est pas très tôt. On a vu, ces athlètes se sont préparés avant le départ, il faisait nuit. Ce qu'il y a, c'est que c'est énormément de stress au moment du départ parce que la natation, même si on gagne pas l'épreuve sur cette discipline-là, si on sort pas bien, si on prend quelques coups, c'est sûr que l'épreuve est déjà perdue parce que vous allez le voir, la natation ça va très très vite au départ, mais c'est surtout les 180 km de vélo qui sont menés à une allure folle et si on sort à 3, 4, 5 minutes derrière la tête, la course est déjà finie. Alors vous connaissez l'évolution du règlement et de l'organisation a permis aux professionnels messieurs et aux professionnels chez ces dames d'avoir 2 départs indépendants de façon justement à, c'est ce que vous disiez Cyril, favoriser les meilleures conditions de course d'un côté comme de l'autre. C'est déjà suffisamment difficile, suffisamment indécis, suffisamment anxiogène pour essayer justement de limiter la part d'incertitude et de donner du confort supplémentaire à tous les compétiteurs. Ouais, et puis je pense que c'est quand même une belle nouveauté parce qu'on l'avait déjà vu auparavant, voir des filles sortir tout devant, profiter de la vague de la vague faite par les nageurs masculins. Donc on avait déjà vu des filles sortir 3e, 4e, 5e de l'eau. Là, les filles auront leur propre course, leur propre départ et je pense que ça peut changer beaucoup de choses dans la course. Allez, encore un tout petit peu de patience. Ces messieurs bonnet blanc sur la tête vont être lâchés en quelque sorte et attaquer la 35e édition de l'Ironman d'Hawaï. C'est parti avec des Pete Jacobs, Sébastien Kienle, Eneko Janos, Frédéric Van Lier, Luke McKenzie, Vivian Docherty et tellement d'autres, James Kunama, tellement d'autres qui vont rivaliser pendant un peu plus de 8 heures et qui dès les premiers mètres de natation vont chercher à se placer. Ouais, ils vont chercher à se placer, ils vont chercher à éviter bien sûr de prendre le moins de coups possible. Alors on le voit, il y a déjà des petits paquets qui se forment. À noter aussi que l'eau est tellement chaude à Hawaï qu'elle est proche des 26-27 degrés. La combinaison est forcément interdite. Et ça, c'est pour beaucoup de nageurs, c'est quand même un stress supplémentaire parce que c'est des nageurs qui ont l'habitude en compétition sur l'ensemble des courses de nager avec la combinaison. Là, il n'y a pas la combinaison et c'est vraiment un stress supplémentaire parce que forcément les appuis ne sont pas les mêmes et la discipline est différente. Alors, Andy Potts, l'américain, n'est pas présent, on vous l'a expliqué. Qui va prendre les devants? Il avait l'habitude dès les premiers 5 ou 600 mètres parcourus de se déjà situer aux avant-postes, de creuser un avantage, un écart important. Il y a malgré tout de très bons nageurs comme la plupart des athlètes pros ici présents. Marco Albert, il y a Pete Jacobs, on va retrouver Luke McKenzie, Clayton Fettel, on peut avoir aussi un Dirk Bockel, enfin bref. Est-ce qu'il y en a un qui a intérêt ou est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait un leader? Comment vont agir ceux qui d'habitude se contentaient de suivre le rythme imposé par Andy Potts?
Peut-être que ouais, il y en a qui vont essayer de pourquoi pas former un petit. Bon là je pense que ça va être compliqué qu'il y ait un gars qui sorte tout seul ou alors vraiment c'est un inconnu. Mais maintenant qu'ils sont plus que 50 pris sur le tri, je pense qu'il c'est possible qu'il y ait un petit groupe qui sorte. Il va falloir pour ce groupe essayer de prendre un peu d'avance parce que attention au Sébastien Quilleux. Alors Sébastien Quilleux il nage pas très bien. Par contre derrière il est capable de faire un gros vélo et il va falloir être vigilant ces gars-là rentrent pas trop tôt en tête de course parce que sinon c'est sûr qu'on va avoir une course vélo monstrueuse. Conditions de course étonnamment calmes. En plein milieu donc du Pacifique, regardez, on a l'impression d'être sur un lac dans les Alpes. Vous connaissez bien Cyril en l'occurrence, mais là, cette année, il semblerait que pour cette 35e édition, les conditions de natation soient excellentes, que en l'occurrence le vent ne soit pas au programme de la journée et qu'en plus la chaleur ne figure pas non plus au planning des compétiteurs. Ça s'annonce plutôt agréable. Donc on a toutes les conditions réunies pour avoir une course très rapide parce que on a l'habitude quand même d'avoir beaucoup de vent, d'avoir des vagues. Là en effet très peu de vagues, voire même pas du tout de vagues. Donc c'est plutôt positif pour ces nageurs, pour tous ces athlètes, notamment les amateurs qui vont partir un peu plus tard. Ça va permettre d'avoir une natation forcément rapide, mais de prendre moins de coups et on voit mieux forcément sous l'eau et en dehors de l'eau quand il n'y a pas de vague. Après, s'il n'y a pas de vent, le vélo qui est en général déjà rapide, alors là risque d'être très rapide et ça risque de faire des dégâts. Ces messieurs ont entamé donc cette 35e édition. Ces dames vont partir dans une poignée de secondes. 50 lascars donc qui vont en découdre pendant 8 heures et davantage pour essayer de succéder à Pete Jacobs ou peut-être pour réaliser le doublé pour ce qui concerne l'Australien. 6h35, 5 minutes après les messieurs, c'est au tour de ces dames de s'élancer. Et parmi les athlètes, bien sûr, que l'on va surveiller de très près, je dirais presque toutes, tellement il n'y en a aucune là qui sort du lot. L'ère Chrissy Wellington est morte puisque Chrissy a décidé de mettre un terme à sa carrière de triathlète professionnelle. Ça veut dire que pour les autres, mine de rien, pour toutes les concurrentes qui ne parvenaient pas à dompter la qualité de triathlète sur ce format de la Britannique, pour toutes les autres, c'est l'occasion enfin de pouvoir monter sur la plus haute marche comme c'était le cas pour Leanda Cave l'année dernière. Ouais, c'est vrai que depuis que Chrissy a mis fin à sa carrière, les portes sont quand même beaucoup plus grandes, ouvertes pour toutes ces athlètes-là. Donc voilà, je pense que sur cette partie natation, Leanda Cave devrait essayer de sortir un peu du lot. Ça risque d'être assez groupé également chez les filles, mais le fait qu'elle parte seule, ça risque de changer quand même pas mal de données dans la course. Alors on a parlé de Leanda Cave, la tenante du titre. Ne pas oublier Miranda Carfrae qu'on a aperçu tout à l'heure, vainqueur en 2010. Rachel Joyce, athlète britannique qui a remporté l'Ironman du Texas. Bonne nageuse, excellente rouleuse aussi. Il y a Caroline Stephen et bien sûr Yvonne Van Vlerken. D'autres qui auront l'occasion sans doute de rythmer cette progression. Pour ce qui concerne la natation, les Américains parient énormément sur Hailey Chura, la jeune athlète américaine qui a un passé de nageuse et qui donc va tenter d'en tirer profit, tout comme Jodie Swallow, autre athlète britannique. Et c'est intéressant de s'arrêter 2 secondes sur justement ces athlètes, ces femmes en l'occurrence, qu'il s'agisse de Jodie Swallow, Leanda Cave, qu'il s'agisse de Rachel Joyce ou encore Chrissy Wellington, et il y en a Liz Blashford, qui sont toutes britanniques et qui nous fournissent, je dirais, un nombre de représentantes rarement vues sur le plan international de manière aussi efficace. Ouais, en plus on a l'habitude de les voir tout au long de l'année performer, truster les podiums, voir les victoires. Donc c'est vrai que ces britanniques là sont vraiment bien représentés, surtout chez les filles, et c'est plutôt de bon augure pour l'Europe et l'Angleterre. Un Français chez les messieurs, chez les professionnels, un Français présent, Cyril Viennot. Il avait jusqu'à présent réalisé des top 20, un top 15 en 2011 je crois. Donc cette année Cyril s'est particulièrement préparé pour cette échéance-là. Il a essayé de mettre tous les éléments de son côté. On va, j'espère, pouvoir le vérifier un tout petit peu plus tard. La natation, vous connaissez le principe. Un long aller-retour, on fait le tour autour de ce catamaran à moteur et on revient direction le Pire, direction la Jetée, pour ensuite attaquer les 180 km qui là s'annonce effectivement assez rapide. Ouais, 180 km qui devrait être rapide, surtout sur les premiers kilomètres, puisque tout le monde essaye de se placer, tout le monde essaye de
de récupérer un peu le temps perdu pour certains en natation. Donc on le voit, hein, il y a déjà des groupes qui se sont formés, mais contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude, pas d'hommes seuls en tête, à l'image de Andy Pott qu'on avait l'habitude de voir un peu esselé en natation. Alors, chez ces dames, c'est relativement clair. Elle est toujours à l'américaine, devant Jodie Swallow en deuxième position, Leanda Cave dans les pieds de sa compatriote, Meredith Kessler, elle que l'on a vue aussi tout au long de la saison, est en quatrième position. Amanda Stevens, Doc Stevens, pas très loin derrière, Rachel Joyce, Caroline Stephen, Gina Crawford, Liz Blashford. Ouais. Là, il y a du titre au mètre carré. C'est parti, 7h du matin, une demi-heure donc après les pros, après les messieurs, autour des groupes d'âge, un peu plus de 2000 compétiteurs qui, comme vous le disiez tout à l'heure, Cyril, ont au gré de la saison gagné leur slot, le droit de venir concourir ici à Hawaï dans leur catégorie d'âge, qu'il s'agisse des compétitions américaines, asiatiques ou européennes. Les heureux bénéficiaires de cette qualification vont enfin réaliser leur rêve, soit pour la première fois, soit pour la xème fois pour les plus performants entre eux. Ouais, le rêve de faire Hawaï, mais ça veut dire quand même que comme ces athlètes sont allés chercher les slots sur les différentes courses européennes, américaines ou asiatiques, en effet, on retrouve les meilleurs mondiaux dans chaque catégorie amateur. Et c'est pour vous dire aussi le niveau qu'il y a dans ces âges groupes. Demi-tour pour ce qui concerne la compétition féminine et professionnelle, avec les premières dames qui récupèrent là un des derniers messieurs, en l'occurrence Jesse Donovan, l'américain, et qui laisse le passage à sa compatriote Hayley Chura. Jodie Swallow, la britannique, toujours dans les pieds. Ça risque pas vraiment d'évoluer d'ici la fin de cette natation. On est en train de gérer déjà sa course. En général, une fois que les groupes se sont formés, alors il peut y avoir des nageurs qui sont un peu plus diesel, on va dire, et qui ont un peu plus de mal au moment du départ, qui arrivent à récupérer un groupe qui est devant, mais une fois que les groupes se sont formés, voilà, l'écart se stabilise et puis on va comme ça jusqu'à la fin de la natation en essayant d'économiser au maximum les efforts. Alors certes, celui qui est en tête du groupe, Brandon lui, Marsh, il est à plein régime. Par contre, voilà, on essaye de se placer derrière dans les pieds ou à hauteur de la hanche pour justement économiser un maximum d'efforts. La sortie de l'eau approche. Brandon Marsh devant Clayton Fettel, Pete Jacobs, troisième position, Frédéric Van Leer, Marco Albert, Tim O'Donnell, Dirk Bockel, quelques-uns des animateurs auxquels on va, j'imagine, prêter un tout petit peu d'attention d'ici une poignée de secondes. Autrement dit, un groupe d'une vingtaine de compétiteurs. Et ça, c'est le premier des amateurs qui profite d'une présence absolument magique, inattendue, des dauphins qui l'accompagnent. Ça, c'est magique, en effet. Hein. Alors déjà qu'ils sont heureux d'être à Hawaï, déjà qu'ils qu'ils en ont un peu bavé pour se qualifier, qu'ils sont heureux d'être là. Si en plus ils nagent avec les dauphins, je pense qu'ils oublieront jamais ça. March, Fettel, Jacobs, Van Leer, allez, sortie de l'eau. Les temps réalisés, Brandon March, 50 minutes 51 secondes, 50 minutes 51 secondes. Derrière Clayton Fettel. Et on attaque la première difficulté. Avant le parcours cycliste, c'est la transition, parce qu'elle n'est pas non plus très très courte, la transition. Hein. Ouais, une transition qui est assez longue, avec des gestes qui ont dû être préparés. On le voit, hein, des athlètes qui, donc à la sortie de l'eau, rejoignent le vestiaire pour récupérer leurs affaires de vélo. Alors c'est une transition hyper rapide parce que voilà, on est en début de course, vous l'avez vu, il y a énormément de public, donc on veut aller le plus vite possible, perdre le moins de temps possible, et donc on récupère vite ses affaires et on rejoint ensuite son vélo où seul le casque a le droit d'être posé sur le guidon. Attention en passant, Clayton Fettel qui a laissé choir l'un des casques des compétiteurs, récupéré automatiquement par ce bénévole. Regardez le peloton se former et tout ce petit monde va attaquer les 180 km du parcours cycliste relativement groupé. Qui va tenter sa chance dès les premiers kilomètres? Est-ce qu'il va y avoir une initiative de la part de l'un d'entre eux? Il y a parmi ceux sortis de l'eau à quelques secondes des premiers l'américain Andrew Starykowicz qui a l'habitude de performer sur deux roues. Est-ce qu'il va mettre le feu à la compétition masculine? Pour l'instant, un peu de patience.
Les quelques premiers écarts donc fournis. Et c'est le dossard numéro 1, celui de Pete Jacobs, l'Australien donc tenant du titre, qui s'affiche dès la sortie de l'aire de transition. Pete Jacobs qui donne déjà une indication à ses concurrents. Oui, il a bien nagé, même très très bien nagé, puisqu'il se retrouve en tête. Alors voilà, il essaye tout de suite d'impliquer un rythme assez élevé. Je pense qu'il a tout intérêt en effet à essayer de durcir la course dès les premiers kilomètres vélo pour éviter qu'il y ait trop de monde à revenir derrière. Ils ont fait une bonne natation, il y a déjà un petit groupe qui s'est formé ou qui va se former dans les premiers kilomètres. Voilà, Pete Jacob, le tenant du titre, qui est forcément obligé de donner l'allure. Dossard 52, il a pris pour l'instant le meilleur sur Jacobs depuis une poignée de secondes, Andrew Starikovic, dont je vous parlais tout à l'heure, vainqueur en 2012 de l'Ironman de Floride, cycliste émérite, et on va s'en apercevoir assez vite. Et Andrew Starikovic, la dernière fois qu'on l'avait vu nous sur l'antenne de Sport Plus, c'était à Abu Dhabi il y a 2 ans. Il avait tout simplement percuté un bénévole sur le parcours cycliste à vive allure, un bénévole qui était plongé dans le coma suite à cet accident je dirais plutôt, et Starikovic avait attendu les secours sur place. Lorsque les secours étaient arrivés, il avait repris la compétition, et du coup les autorités locales l'avaient arrêté, mis en prison pour une nuit, histoire de vérifier ses propos et de bien vérifier qu'il avait quitté la scène de l'accident une fois que les secours étaient arrivés. Donc Starikovic, il a failli passer pas mal d'heures en prison, et c'est à cette occasion-là qu'on avait fait sa connaissance. Heureusement, il a d'autres performances à son actif, et notamment de belles performances sportives. Sortie de l'eau pour ces dames. Et la première d'entre elles, Hailey Chura, l'américaine, 53 minutes 55 secondes. Jody Swallow en rouge dans sa foulée, en quelque sorte. Et la premier contact, ça vous donne aussi une idée de l'intensité du moment. La Britannique qui dépasse l'américaine, petit coup de coude ou plutôt un petit coup d'épaule en passant. Ouais, c'est gentil, mais c'est pas surprenant de la part de Jody Swallow. Voilà, elle a à cœur de sortir en tête du parc à vélo, donc voilà, elle fait le maximum pour rejoindre l'aire de transition. Leanda Kev en gros plan, Meredith Kessler en vert qui arrive, Amanda Stevens, la dossard 115 qui quitte l'aire de transition, Caroline Stephen en rouge qui pose son casque, Rachel Joyce, attention, le casque là aussi. C'est étroit. Remise sur le guidon. Il tient finalement. Westerby, la danoise. Et c'est parti. Groupe là aussi richement composé. Groupe d'une vingtaine de compétitrices. Ouais, on n'avait pas l'habitude de voir ça. On avait l'habitude de voir plutôt une ou deux athlètes féminines au milieu d'un groupe de 10 garçons. Là, la natation s'est resserrée, et on a vu déjà un bon paquet de filles sortir ensemble. Ça va être compliqué pour celles qui nagent un peu moins bien. Je pense notamment à Yvonne Van Virklen et Miranda Carfrey, parce que si jamais ces filles arrivent à amener un rythme important, ça va être compliqué pour ces filles derrière de revenir. Lui aussi, il n'est pas connu pour être un extrême nageur d'un point de vue de la vitesse en l'occurrence. Sébastien Kienle, il est sorti de l'eau. Sébastien Kienle avec 3 minutes de retard sur la tête de course, un peu plus de 3 minutes de retard, et il est donc obligé de cravacher pour revenir sur les premiers, notamment Faris Al-Sultan, Pete Jacobs, Luke McKenzie en vert là, avec les manches longues, ou encore Frédéric Van Lierde avec le dossard numéro 6. Ce sont les premiers efforts qu'il est obligé d'exécuter s'il veut effectivement avoir une chance de performer ici. Ouais, il faut absolument isoler l'Allemand. Sébastien Kienle, parce que voilà, on le sait, Sébastien Kienle il roule très très fort, donc et est capable de quand même malgré tout de faire un marathon, je pense en moins de 2h55. Donc pour ces athlètes-là, il va falloir essayer d'isoler l'Allemand. De Kona Train, et là il y a peut-être une trentaine de compétiteurs, de pros, messieurs, qui sont les uns derrière les autres, qui vont tenter leur chance et essayer de saisir la moindre opportunité pour, sans doute, après le demi-tour, maintenir un rythme un peu plus élevé, tenter de justement creuser l'écart. On marque une pause, on revient tout de suite à Hawaï. Allez, de retour sur Big Island pour suivre la tête de la compétition féminine avec Meredith Kessler, pour l'instant en vert devant, dépassée par Jody Swallow. Des compétitrices qui sont quasiment sorties ensemble
de l'eau et qui là commence à, ce sont deux cyclistes émérites, commencent à imprimer leur rythme. Derrière, Miranda Carfrae, vous en parliez tout à l'heure, Cyril est sortie de l'eau, elle, un tout petit peu plus tard. Elle est sortie de l'eau en... Le temps de Miranda Carfrae, 58-50, c'est-à-dire, on va calculer 4 minutes, 4 bonnes minutes derrière. Donc, derrière les premières. Ouais, c'est la limite, hein, parce qu'après, ça commence à devenir un peu compliqué. Même si on l'a vu, hein, la course chez les filles, c'est quand même beaucoup plus étiré que chez les garçons, où on a vu quand même un bon paquet d'athlètes masculins encore groupés avant le demi-tour. On le disait aussi, hein, Miranda Carfrae, bien sûr vainqueur en 2010, mais qui a la possibilité de courir ce marathon en moins de 2h55, peut-être même en 2h50. Ça veut dire que chez ses rivales directes, il faut forcément faire l'écart à la fin du vélo. Ouais, il faut faire l'écart parce que courir 3 heures à Hawaï, c'est déjà une grosse perf, mais quand on sait qu'on a une athlète derrière qui est capable, dans l'euphorie de la course, faire moins de 2,52, ça veut dire qu'il faut quand même un matelas assez important. Le matelas, 8-10 minutes, c'est pas facile à le créer. Donc cette année, les filles sont sorties, on l'a vu, un peu groupées. J'imagine que dans quelques-unes d'entre elles se sont dit essayons d'unir un peu nos efforts, même si on le sait, c'est interdit, le drafting est interdit. Maintenant, c'est plus facile d'imprimer un rythme à un petit groupe de 5 que de l'imprimer toute seule. Donc voilà, l'objectif, c'est en effet d'isoler Miranda Carfrae parce qu'on sait qu'elle derrière, elle court très très vite. Leanda Cave, la tenante du titre, qui a fait l'effort pour dépasser quelques-unes de ses rivales et se placer aux avant-postes. Là aussi, il y a un point de règlement qui a évolué pour cette 35e édition. Lorsqu'un compétiteur double un autre compétiteur, celui qui se fait doubler n'est pas tenu de, je dirais pas ralentir son rythme, mais peut continuer effectivement à progresser, voire même à accélérer, si bien que celui qui est en train de réaliser le dépassement doit fournir vraiment un effort supplémentaire pour achever en quelque sorte son effort. Ouais, ils ont inversé un peu la règle. C'est vrai qu'avant, la personne qui se faisait doubler était obligée, des fois, on a vu des athlètes freiner pour pas prendre de carton. Là, en effet, à partir du moment où un athlète prend l'initiative de doubler un autre, c'est à lui de faire l'effort pour justement qu'il y ait ces 7 mètres ou ces 3 mètres sur le côté. C'est les distances réglementaires pour pas prendre de pénalité. Alors quand vous en avez 3, 4 à dépasser, c'est déjà une certaine somme d'efforts. Quand vous en avez une vingtaine, comme ça peut être le cas là chez ces dames ou chez ces messieurs, c'est l'exemple qui est en train de nous proposer Caroline Steffen. Ce sont en l'occurrence là des changements de rythme qui peuvent avoir leur incidence, leurs conséquences un peu plus tard dans la course. Ouais, il faut être vigilant justement à tous ces changements de rythme, et on le voit souvent, hein, des athlètes qui performent, c'est des athlètes qui à un moment donné dans la course ont su se mettre un peu en retrait et se dire voilà, il y a encore trop de monde, je vais pas faire l'effort maintenant, je vais les laisser un peu se battre entre eux. Et ils se cachent un peu et ils font l'effort. Alors souvent l'effort il se fait là, hein, après le demi-tour, hein, parce qu'on est déjà à la mi-course et souvent c'est à partir de là que le vent commence à se lever et que ça devient un peu plus compliqué. Andrew Starekovic, leader de la course masculine, il a compté jusqu'à 2 minutes 30 d'avance après le demi-tour d'Avis, c'est-à-dire au kilomètre 90. Il a encore 1 minute et 56 secondes d'avance sur ces deux lascars. Luke Mackenzie qui vient de passer en vert et Sébastien Kienle qui sont eux aussi parmi les deux plus efficaces à vélo. Alors peut-être Kienle un peu plus que Mackenzie, et c'est à se demander si Luke Mackenzie n'est pas en train de faire, je dirais pas des folies, mais en tout cas de rouler au-dessus de ses capacités. Ça roule très très fort. Alors qu'ils aillent au bout du vélo sur cette allure, ok. Alors ça veut dire qu'il faudrait qu'ils aient quand même une avance importante, parce que derrière le marathon, on l'a dit, hein, pour gagner il faut courir largement moins de 2,55. Et si les efforts sont trop importants, on risque de le payer cher dès le début du marathon. Vous avez vu le paquet passer à l'instant. Chez ces messieurs, il y a un écart important entre le premier et les poursuivants. Chez ces dames, elles sont groupées Kessler, Stevens, Cave, Steffen, Joyce, Swallow, Westerby, Blashford, Crawford. Elles roulent ensemble. Ouais, elles roulent ensemble parce qu'elles savent, hein, derrière il y a 2 filles qui sont très très fortes en course à pied, Miranda Carfrae et Yvonne Van Blachen, oui. Ouais, l'hollandaise. Donc l'objectif c'est vraiment de faire un écart le plus large possible. Je pense que la stratégie elle est intéressante pour Caroline Steffen. On l'a vu très très affûtée. Ça veut dire que voilà, si elle tient le rythme et qu'elle est capable derrière de courir, peut-être qu'elle est capable aujourd'hui d'aller chercher cette victoire à Hawaï. Au demi-tour, Miranda Carfrae compte encore 4 minutes 20 de retard sur les premières. Elle comptait 4 minutes 45 de retard à la sortie de l'eau.
pas sur la première, mais sur ses principales rivales. Donc elle est en train de prendre un tout petit peu de temps. Un peu, certes, mais il s'agit de savoir si elle est capable de limiter plus que d'habitude la casse sur 2 roues. Miranda Carfrey, si elle arrive à maintenir l'écart à 4-5 minutes, bon, c'est pas tout bénef parce qu'elle n'est pas en tête, mais voilà, c'est une bonne pioche parce que derrière, si elle court 2,55, ça veut dire que les filles devant, il faut quand même courir 3 heures et c'est pas donné de courir 3 heures sur le marathon à Hawaï. Meredith Kessler qui prend régulièrement la tête de course. Elle échange cette place avec Rachel Joyce. Meredith Kessler, 3 victoires à son actif cette saison sur 3 Alpha Ironman, vainqueur de l'Ironman de Nouvelle-Zélande aussi. Rachel Joyce, je vous le disais, un vainqueur de l'Ironman du Texas qui avait gagné à Roth, c'était en 2012. Qui a l'habitude, elle aussi, de réaliser de belles perfs sur 2 roues. La tête de la course masculine. Et Mackenzie a repris Andrew Starykowicz. Ouais, là, il y a des signes qui montrent que ça commence à être dur. Andrew Starykowicz, il prend tous les bidons qu'il trouve sur son passage, il s'arrose, il boit, il met du temps à se remettre en position. C'est pas bon signe pour lui. Il est parti très fort, on l'a vu, il a voulu entre guillemets un peu montrer le maillot, il l'a bien montré. Maintenant les kilomètres sont longs à la fin et il faut tenir le rythme parce qu'on le voit, ceux qui sont prêts, ceux qui sont affûtés, ceux qui sont dans la course, ils ne baissent pas le rythme et c'est là que se fait la différence avec ceux qui sont un peu justes. Et pour l'instant Sébastien Kienle est plutôt bien par rapport à Starykowicz. Starykowicz, position très en avance, très en avant sur la selle, sans doute là un tout petit peu pour se, délasser tellement les efforts accomplis sont importants. Et je regarde l'attitude de Starykowicz qui a été récupéré par Luke Mackenzie et qui là, après quelques secondes passées dans son sillage, décide de remettre en 2e couche ou une 3e couche. Nouvelle attaque de l'Américain. Que va répondre l'Australien, pour l'instant 2e position, qui jette un petit coup d'œil en retrait pour voir où est l'Allemand Sébastien Kienle. On est sur la route du retour et sa bagarre ferme en tête, c'est pas une surprise. Dossard numéro 15, Faris Al-Setan. Peut-être sa dernière participation ici. Lui qui a l'habitude aussi de finir parmi les meilleurs, top 5 en général, vainqueur en 2005. Style caractéristique et surtout tenue vestimentaire vintage chez ces dames. Rebelote, Kessler, Joyce, un coup à toi, un coup à moi. Voilà l'image du parcours, c'est longue ligne droite, c'est toboggan. Alors à l'image on ne le voit pas, mais il y a du vent, même quand il n'y a pas de vent à Hawaï, il y a du vent. Donc quand on est dans les 100 premiers kilomètres, ça va. Quand on commence à rentrer aux 120, 130, on commence à avoir faim, avoir soif, on commence à se dire c'est long. Et puis une fois qu'on est dans les 150, 160 jusqu'aux 180, voilà, on est obligé de passer un peu plus de temps en ravito, on ralentit un peu, on s'asperge, on fait le plein et on essaye, si on peut, de reprendre la position aérodynamique, mais ça devient dur. Pas de temps mort, regardez, à peine le temps pour Meredith Kessler de s'asperger, de se refroidir. Elle est dépassée par Rachel Joyce. Elles ont intérêt à s'organiser, elles ont intérêt à s'entendre. On va insister sur le sujet, mais c'est vrai qu'entre Yvonne Van Vlerken et Miranda Carfrey, en course à pied, il faut absolument qu'elles soient le plus loin possible. Donc si elles ont vraiment une ambition, ces athlètes, qu'il s'agisse de Joyce, Kessler, Stephen, Cave, Blatchford, c'est vraiment de faire le maximum pour que ce groupe-là reste uni le plus longtemps possible et profite régulièrement des relais. Ouais, c'est bien quand il y en a une qui sent que le rythme baisse un peu, c'est de relancer pour justement garder le même rythme. Déjà parce que la course, elle passe plus vite quand on est un petit groupe. Et puis voilà, on a des sensations de vitesse qui font que on est content, on reste concentré. Parce qu'en effet, derrière, on le sait, ça va courir très très vite. Et Caroline Steffen, elle sait ce que c'est d'avoir perdu Hawaï sur la course à pied. Je pense qu'elle aimerait en finir une bonne fois pour toutes avec ça et aller chercher cette victoire. Mais je pense que là, elle a l'opportunité d'aller loin en vélo, d'aller loin dans la course si elle arrive à s'organiser avec ce groupe. Andrew Starykowicz, l'Américain qui arrive à hauteur de l'aire de transition, seul.
Il a donc creusé l'écart avec Mackenzie, avec Sébastien Kienle. 4h21 minutes et 50 secondes de vélo pour l'Américain. Ouais, on l'a senti à un moment donné un peu moins bien, Starikovic. Bon, c'est pas facile, hein. Il était tout seul en tête, il a vu deux fusées revenir vers lui. Et il a su redonner le coup de rein, il a su s'alimenter au bon moment et repartir pour arriver en tête du vélo. Il a même réussi à prendre quelques longueurs d'avance, donc grosse perf hein, quand même, parce qu'il est sorti devant en natation, il a fait l'écart tout de suite, hein. Dès les premiers kilomètres vélo, on l'a vu accélérer, faire des efforts, et puis il a quand même maintenu ce rythme jusqu'à la fin du vélo. Maintenant, il va falloir voir ce qu'il va donner sur les premiers kilomètres de course à pied. Mackenzie, on l'a vu un peu plus tôt, arrive 1 minute après. Les premières des dames, Joyce et Klesler, font toujours route ensemble jusqu'à ce changement de tenue et de programme. Voilà, donc dans les derniers kilomètres vélo à Hawaï, hein, on l'a vu, hein, ça descend un petit peu, donc on en récupère pour s'étirer, s'alimenter, parce que voilà, les premiers kilomètres, les premiers pas en course à pied sont compliqués. Il faut débloquer un peu le dos, s'étirer les jambes, voilà, il faut déverrouiller un peu la machine pour se lancer sur ce marathon. Alors la fameuse transition, Starikovic devant Mackenzie, 1 minute de différence entre les deux premiers pour l'instant. Un écart sans doute suffisamment faible pour que la tête de course change de visage d'ici peu, et notamment parce que avoir l'attitude de Starikovic, on ne le sent pas parti sur marathon avec l'ambition de réaliser un 2h50. Hein. Ah, là, il n'est pas sur les bases de 2h50, même de 3h. Hein. Là, s'il veut passer la barre des 3h à Hawaï sur le marathon, il va falloir qu'il retrouve un peu du pied, un peu de légèreté, retrouver un peu de fraîcheur, parce qu'on l'a senti, un peu dans le dur, à la différence de Mackenzie qui, on le sent quand même un peu plus frais. Il a bien géré son vélo, Mackenzie. Quand Starikovic a réaccéléré, il a dit ok, je te laisse faire, tu veux rester en tête. C'est pas la tête à la fin du vélo qui m'intéresse, c'est le classement final, et ça va être très très dur pour Starikovic. Sébastien Kienle, 3 minutes 45 de retard sur la tête de course. Et puis il y a Frédéric Van Lier qui est passé en 4.15, Dirk Bockel 7.34, Faris Al-Sultan 8 minutes 28 de retard. Dirk Bockel finalement qui était juste derrière Al-Sultan. Et puis James Kunama, il compte lui 12 minutes 35 de retard sur la tête de course. Attention, Fred Van Lier, 4.13. Sébastien Kienle est quelques secondes devant lui. Quand on connaît les qualités du Belge sur format Ironman bien sûr, mais sur marathon après 180 km à vélo, il y a de quoi se méfier. Il y a de quoi se méfier parce que les qualités mentales de Frédéric Van Lier sont quand même, au-dessus de la moyenne. Hein. C'est quelqu'un qui lâche rien, qui va au bout de son effort. Et qui en quelques années a énormément progressé en course à pied. On va dire qu'il va y avoir une bagarre quasi assurée entre l'Allemand et le Belge sur ce début de marathon. Alors il y a encore Dirk Bockel et Faris Al-Sultan derrière, mais attention à ces deux-là parce que la bagarre risque d'être assez élevée. Et alors derrière Joyce et Kessler, il y a Jody Swallow à 20 secondes, il y a Michel Westerby un tout petit peu plus loin, Lise Blachford qui malheureusement pour elle va écoper d'une pénalité dans l'ère de transition, une pénalité de 4 minutes. Caroline Stephen est à 3.30, Leanda Cave à 3.45, et Miranda Carfrae est un peu plus loin. Elle n'a pas réussi à refaire son retard, elle compte plus de 6 minutes de retard sur la tête de course. Il a pris les commandes du marathon et de la compétition. Luke Mackenzie, l'Australien, est parti sur un rythme assez élevé. Ça grimace du côté de Al-Sultan et Bockel. Heinz Ward, l'ex-footballeur américain, qui continue sa progression. Oula, il faut penser à des choses heureuses pour retrouver le sourire, se dire que finalement ce n'est qu'une journée parmi les autres, et profiter de l'atmosphère. C'est ce que sans doute essaye aussi de faire Gordon Ramsay, le chef cuisinier écossais. Grand gabarit apparemment. Ouais, grand gabarit, hein, on le voit. Bon, alors la position aérodynamique n'est pas la même que celle des professionnels. Je pense que
tous ces athlètes là amateurs privilégient quand même le confort, hein, parce qu'on l'a vu, hein, le parcours est compliqué. Et ces athlètes-là, l'objectif, c'est avant tout d'aller franchir cette ligne d'arrivée. Et premier fait de course dans ce marathon, c'est effectivement le retour de Frédéric Van Lierde sur Sébastien Kienle. Ouais, on l'a pas vu, hein, Frédéric Van Lierde jusqu'à présent. Il est bien sorti en natation, il était sorti avec le premier groupe. Il a géré son vélo alors que c'est un très très bon cycliste, mais voilà, il connaît, il a l'expérience d'Hawaï maintenant, il sait que le marathon est une épreuve très 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 importante, qu'il faut quand même un minimum de fraîcheur, et visiblement il en avait un peu plus que Sébastien Kienle sur ses premiers kilomètres du marathon. Cyril Viennot, le français, a atteint l'aire de transition vélo course à pied avec en 19e position avec 20 minutes de retard sur la tête de course. Bon, alors 20 minutes, c'est sûr, ça va être compliqué pour Cyril d'aller chercher la gagne. Par contre, 19e position, c'est intéressant parce qu'on le sait, à Hawaï, les entre guillemets cadavres, on en récupère un paquet sur le marathon si on reste concentré, et 19e, ça veut dire qu'il est capable, Cyril, d'aller pourquoi pas chercher le top 10 à Hawaï, ce qui reste une très très grande perf. Alors vous parliez de cadavres, j'irai peut-être pas jusque là, mais en tout cas il y a un coup de moins bien pour Mackenzie en tête de course à hauteur d'Energy Lab. Deuxième fait de course et pas des moindres, Frédéric Van Lierde passe Luc Mackenzie. Ouais, Energy Lab, hein, c'est souvent là que se sont passés les grands moments de Hawaï. Energy Lab, c'est très très compliqué, interdit au public, c'est une réserve, il fait très très chaud. On est à mi-parcours. On est un peu plus que la mi-parcours. Une fois qu'on sort d'Energy Lab, il reste une dizaine de kilomètres à parcourir. Energy Lab, c'est un faux plat descendant, et on fait demi-tour en bas, et forcément le faux plat descendant, il devient faux plat montant au retour, et c'est là que ça reste compliqué. Sébastien Kienle en 3e position, qui là aussi lui semble devoir lutter pour maintenir sa place. Attention derrière, notamment à des athlètes comme Tim O'Donnell, comme James Kunama, Dirk Bockel. Il n'est pas loin, hein, le demi-tour, hein, il le voit, hein, Luc Van Lierde, mais voilà. Sébastien Kienle. Ouais, Sébastien Kienle, il le voit. Frédéric Van Lierde. Je dis Luc, excusez-moi. Frédéric Van Lierde, il le voit. Alors il sait que Mackenzie, c'est possible d'aller encore le chercher. Maintenant, quand il croise comme ça Frédéric Van Lierde, belle foulée, bien en tête de course, voilà, il doit se dire ça va être compliqué. Maintenant, comme je le disais, hein, une fois qu'on sort d'Energy Lab, il reste encore 12 à 15 km et la course n'est pas finie. Luc Van Lierde, qui est tout simplement le coach de Frédéric Van Lierde, double vainqueur à Kona 96 et 99. Miranda Carfrae, ouais, à haut régime. Vous avez vu l'allure de Miranda Carfrae, on l'avait dit. Et on lui donne les écarts. On donne les écarts à Miranda Carfrae, et un peu plus tôt dans la course, on donne les écarts à Frédéric Van Lierde, qui là progresse à son rythme, inchangé depuis le début du marathon. C'est même très surprenant, très solide dans sa tête, qui progresse vers la ligne d'arrivée en se disant peut-être que là, l'histoire pourrait s'écrire en ma faveur. Ouais, il avait bien préparé. Alors Sébastien Kienle, voilà, il essaye le tout pour le tout, hein. On le voit s'alimenter, se rafraîchir, parce que voilà, on l'a déjà vu, hein, dans les derniers kilomètres, des athlètes qui craquent et qui arrivent pas, ou qui ont du mal à aller au bout. Et voilà, Sébastien Kienle, il espère que Frédéric ait vraiment un coup de bambou sur la fin, parce que sur l'allure de la course à pied, c'est quasi impossible d'aller le chercher là. En plus, Frédéric, il les a repris un par un, donc j'imagine bien qu'il leur a montré de quoi il était capable. Voilà, il se rafraîchit, il met des glaçons, il a tout préparé, hein. Et puis comme on le disait, c'est quelqu'un qui mentalement est très très fort. Voilà, il est dans la dernière bosse qui arrive sur la ligne d'arrivée. Donc là, il est à moins de 3 km de cette ligne d'arrivée. Ça bouge derrière. On a vu Miranda Carfrae, Alice Blashford aussi, Leanda Cave qui lutte, qui essaye, ces athlètes essayent d'avoir une petite place sur le podium. Elles sont peu nombreuses, et Miranda Carfrae est en train d'impressionner. On s'y attendait un petit peu, mais c'est particulièrement visible. Elle court sur des bases de 2h50, 2h51. Rachel Joyce toujours en tête de la compétition. Elle a pris un avantage sur Meredith Kessler. Est-ce que ça va suffire pour justement atteindre la ligne d'arrivée dans cette position? Ouais, ça va être compliqué, hein, on le voit, hein, parce que Miranda Carfrae, une fois qu'elle a commencé à s'apercevoir qu'elle revenait sur la tête de course, que les écarts
faiblissez, ben voilà, c'est compliqué quand on est de contrer ces athlètes qui, une fois qu'ils sont dans leur rythme, on le voit, hein, les épaules sont bien ouvertes, elle a le bus un peu en avant, elle a envie, à chaque pas on voit qu'elle a envie d'aller plus loin dans la course. Energy Lab a été fatal à Luke Mackenzie, ce sera aussi le cas pour Rachel Joyce, puisque désormais Miranda Carfrae, l'Australienne, vainqueur en 2010, a pris les commandes de la course du côté des dames. Et puis là, Energy Lab, ça lui permet de faire le point, puisque c'est un demi-tour Energy Lab, donc elle fait le point avec ses adversaires, mais comme elle les a déjà doublés une par une, elle les a déjà un peu assommés. Maintenant elle n'a plus qu'à voilà, gérer pour pas avoir un coup de moins bien sur ces derniers kilomètres, mais on la voit vraiment très très concentrée. Elle a maintenu l'écart en vélo, elle a perdu un peu dans la dernière partie, c'était logique, elle était toute seule en retrait. Et puis elle a envoyé ce qu'elle sait faire sur le marathon. Elle souffre, Caroline Steffen, la Suissesse. Décidément, ce ne sera pas son année non plus. Lors de cette 35e édition, elle est là en difficulté. Elle va jouer les accessites, mais pas une place sur le podium. Il a le sourire, enfin il peut laisser la joie l'envahir. Frédéric Van Lierde, le Belge, direction la ligne d'arrivée et la réalisation d'un rêve. Ah ouais, là c'est vraiment un rêve qu'il réalise, hein. Frédéric Van Lierde, ça fait 3 ans qu'il travaille minutieusement pour réussir à Hawaï. Il savait les années précédentes que voilà, fallait qu'il engrange de l'expérience, qu'il apprenne. On l'a souvent croisé, surtout sur l'Ironman de France à Nice, 3 fois vainqueur. Et même si on a pu parfois comprendre que c'était facile pour lui de gagner à Nice, à chaque fois qu'on le voyait à Nice, on le voyait concentré, on le voyait se préparer, et on savait qu'il avait une arrière-pensée à chaque fois pour Hawaï. Voilà, il planifie tout son calendrier de l'année pour réussir à Hawaï. Et voilà, ça fait 3 ans qu'il travaille très très dur pour cette course. J'imagine que là, ça doit battre très très fort. Frédéric Van Lierde, vainqueur de l'Ironman d'Hawaï, champion du monde donc. Son temps s'affiche sous vos yeux, 8h12 minutes et 29 secondes. Un marathon réalisé en 2h51-18. 2h51, hein. Je pense que Fred Van Lierde, on lui aurait dit ça il y a 3-4 ans en arrière, il signait tout de suite. Parce qu'il a travaillé très très dur la course à pied, c'est avant tout un très très fort en vélo, hein, Frédéric Van Lierde. Là, on ne l'a pas vu aux avant-postes en vélo, il a fait un peu la course en retrait, hein, pour s'économiser pour le marathon. Et voilà, il a fait le marathon qu'il fallait. On avait dit qu'il fallait faire moins de 2,52, 2,51 pour gagner à Hawaï. Il a peiné effectivement. Quoique, deuxième, Luke Mackenzie, l'Australien, marathon réalisé en 2h57-20. Effectivement, il a payé un petit peu les efforts réalisés pendant le parcours cycliste. Il a pris plus de risques, il a pris des risques par rapport à Frédéric Van Lierde. Et effectivement, on le paye cash. Il a payé cash parce qu'il y avait un grand bonhomme derrière lui. Mais même Sébastien Kinley, hein, qui a l'habitude d'encaisser des gros vélos, il nous a fait un gros vélo, mais derrière il a encore plus coincé sur le marathon, hein, Sébastien Kinley. On l'a senti, hein, au départ de la course à pied, il n'était pas sûr de lui. Voilà. Par contre, ces athlètes ont fait le forcing en vélo, ils ont fait des vélos très très forts, et malgré tout, avec un temps un petit peu en dessous de 3 heures, ben, ils arrivent à faire le podium à Hawaï. Donc comme quoi, si on prend des risques, si on tente, eh ben, ça peut aller au bout. Troisième position à 7 minutes de Van Lierde. Sébastien Kinley, double champion du monde format Alpha Ironman. Troisième donc ici à Hawaï cette année. Il est allé au bout, Sébastien Kinley, notamment pour éviter le retour de James Kunama, le Sud-Africain, qui va franchir la ligne en 4e position. 2h52-37 sur marathon. Ouais. C'est beau, hein. Et imaginez ces gars-là s'ils couraient un petit peu moins. Alors Brett, c'est la méthode Brett Sutton. Mais James Kunama, on l'a vu sur toutes les courses, et il arrive à faire 4 à Hawaï. Alors peut-être qu'avec un petit peu plus de fraîcheur, ces gars-là sont peut-être capables d'aller chercher la victoire. Mais il leur faut aussi sûrement beaucoup courir pour réussir. Miranda Carfrae, vainqueur en 2010 et vainqueur donc en 2013. L'Australienne, 2h50-38 sur marathon. 2h50-38, le 3e meilleur temps, toutes catégories confondues. Pour un temps total de 8h52-14 et surtout un nouveau record de l'épreuve.
Ouais, nouveau record de l'épreuve. Elle a dû avoir peur à la sortie de la natation quand elle a vu ce groupe de filles en tête. Elles n'ont pas réussi à s'entendre correctement, ou alors elles n'avaient pas l'énergie pour faire un écart assez important. Mais voilà, une fois que Miranda Carfrae a mis la machine en marche sur le marathon, c'était quasi impossible pour ses adversaires aujourd'hui de la contrer. Rachel Joyce prend la deuxième place en 8h57-28 et la troisième, c'est une autre Britannique, Liz Blashford, 9h, 3 minutes et 35 secondes. Quatrième position pour Ivan Van Vlerken. Récap donc pour ce qui concerne les positions chez ces messieurs d'abord. À noter, cinquième place, Tim O'Donnell. Tim O'Donnell, Miranda Carfrae. Bon week-end pour le couple. Hein. Ouais, très bon week-end même. 12e place, Cyril Viennot. Également bon week-end pour Cyril Viennot, 12e place. C'est mieux que l'année passée. Et c'est surtout un temps de 2h56 au marathon, donc ça devient très très intéressant pour Cyril et j'espère que l'année prochaine il va à nouveau se qualifier pour Hawaï. Il faut lui souhaiter effectivement de se qualifier pour disputer la prochaine édition de l'Ironman d'Hawaï. Il se rapproche du top 10 et je pense que Cyril, il aurait bien aimé y figurer cette année, mais il faudra faire preuve d'un tout petit peu de patience. On va quitter pour quelques temps le Pacifique et Hawaï. Le prochain rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus. Le Natureman du Verdon, 2e édition, une épreuve très spectaculaire dans un site absolument magique. C'est la semaine prochaine sur l'antenne de Sport Plus. Salut. Salut.